Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Donc, je vous dis évidemment bonjour au nom d'ADS. Donc, merci d'être venu, d'autant que c'est la première fois qu'on fait une réunion Zoom au niveau d'ADS. Le Covid-19 oblige, puisqu'on n'a pas eu la salle au dernier moment. C'est un entraînement dans la mesure où il est assez probable qu'on soit amené à refaire ce type d'opération par visio, la crise sanitaire ne semblant pas s'améliorer. Alors, juste un mot pour… Je ne présente pas ADS, je suppose que tout le monde le connaît ou on pourra s'expliquer après. Mais le café débat, qu'est-ce que c'est? Donc, je rappelle, c'est une réunion entre les adhérents et avec leurs invités. Donc, merci aux invités d'être venus. On est en petit groupe, ça permet d'avoir un débat avec, disons, une certaine liberté de parole et de pensée. Donc, ça n'exprime pas une position d'ADS. Le but, c'est vraiment de réfléchir entre nous et d'enrichir donc les réflexions individuelles. Alors, ceci dit, après la conférence débat, on va se poser la question de savoir si on réitère l'opération, mais cette fois-ci en public. Mais entre-temps, on aura précisé le thème sur lequel, plus précisément, on aura focalisé vraiment sur l'objet de la conférence débat public et on sera interrogé traditionnellement, chaque fois qu'on fait un événement public, on se pose la question de savoir si ça rentre bien dans les objectifs de l'association, à savoir la solidarité, l'égalité. Alors maintenant, je vais passer la parole aux animatrices, et c'est Anne-Marie qui commencera, et Marianne Lederer. Elles vont tour à tour présenter les slides que vous allez voir dans quelques secondes. Le temps que je lance le diaporama. Normalement, vous devriez tous voir la présentation. Non. On voit connexion. On ne la voit pas. Alors, il faut se connecter. Moi, j'ai une interrogation. Connexion, alors je vais appuyer là-dessus. Je la vois. Ah ouais, vous la voyez? Je Voilà, recommence. c'est bon. Je la vois pas. Tu la vois, toi? Non, ah, voilà, c'est bon. Bon. Voilà, très bien. Voilà. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous sais bien installés maintenant, donc nous allons commencer. Alors, voici une image choc, une image humoristique, bien sûr. Déclenche-t-elle en vous le rire, l'incompréhension? Elle me semble à la fois tragique et émouvante. La perspective de la mort, issue naturelle de la vie, suscite en chacun de nous des questionnements. Nous vous proposons, Marianne, Anne-Marie Simon et moi, un exposé en 3 parties. D'abord, une définition de la fin de vie, ensuite, ce qui existe aujourd'hui pour gérer cette période de l'existence, enfin, ce qui est en débat dans notre société. Suivant. Excusez-moi, c'est pas très net. C'est net chez vous? Oui. Ah oui, chez moi, c'est pas net du tout. Tu vois, c'est net. Oui, j'ai du mal à lire. J'ai beaucoup de mal à lire. Oui, on est désolé, mais là, on va faire la présentation. On peut plus maintenant régler les questions techniques. Excusez-nous, sinon on en finira. Arnaud, que j'ai le bandeau noir sur la première ligne du… Oui, je sais, c'est le problème classique. Oui. Ah oui, c'est… Donc, ici, vous voyez quelques chiffres. Un tableau
représentant l'espérance de vie et le taux de mortalité en France en 2019, et puis quelques pourcentages et autres statistiques. Donc en 2019, l'espérance de vie à la naissance était environ de 79 ans pour les hommes, soit 85 ans pour les femmes. Depuis 1950, cela représente un gain de plus de 15 ans. C'est une moyenne qui recouvre de fortes inégalités, évidemment. On sait que le problème de la fin de vie peut se poser avant 65 ans, mais aujourd'hui, les baby-boomers arrivent à l'âge de la retraite. Les retraités sont de plus en plus nombreux et sur les 612 000 décès annuels, 37% ont lieu à domicile, 57% en établissement de santé. La mort est de plus en plus médicalisée. Avec la retraite, souvent, synonyme de liberté quand on est actif, se pose en réalité le problème du vieillissement et ses conséquences. Alors, quelles sont les réflexions qu'on peut avoir sur l'avenir une fois qu'on est à la retraite? Eh bien sûr, d'abord, préserver le maintien à domicile, les activités physiques, intellectuelles, mais au fur et à mesure que nous connaissons des difficultés, évidemment, c'est très onéreux de rester à la maison. Le foyer résidence en seconde solution, une solution intermédiaire qui permet d'avoir des services à domicile, sur place. Enfin, les EHPAD, nous connaissons tous les EHPAD et tous les problèmes qu'ils posent. Beaucoup répugnent à envisager ces réalités. Il est cependant important de réfléchir pour faire des choix préventifs. Fin de vie au sens large, c'est une période qui peut être longue, voire très longue. Elle peut être vécue en bonne santé, mais aussi avec une santé médiocre. En toute fin de vie, soit nous sommes capables de prendre nous-mêmes des décisions, soit nous sommes dépendants de notre entourage. C'est là que les directives anticipées sont essentielles. Et je passe la parole à Marianne. Pardon, Anne-Marie Simon. Non. Je passe la parole à Anne-Marie Simon. Pour son témoignage. Pour son témoignage. Oui, je voudrais vous parler de Papy. Il avait 86 ans. Au moment des vacances de Pâques, un lundi, il nous a demandé de venir et nous annoncer sa décision de partir en maison de retraite parce que la vie à la maison n'était plus guère possible en raison du fait que Granny, sa femme, était atteinte d'un Alzheimer et que sa présence entraînait des périls domestiques. Nous avons été étonnés parce que très souvent, il avait répété qu'il n'irait plus jamais en collectivité à la suite de ce qui lui était arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale où il avait été officier, prisonnier en Autriche. Donc, ils ont déménagé le jeudi suivant, c'est-à-dire 3 jours après, dans une maison de retraite tout près de leur domicile. Le samedi, et cette fois-ci 6 jours après, la directrice nous a téléphoné pour nous dire que très brutalement, Papy allait très mal. Nous avons trouvé à son chevet une jeune médecin qui avait diagnostiqué un œdème des poumons à un stade très avancé. Un dialogue s'est effectué alors entre elle, mon mari et moi. « Souhaitez-vous que votre Papy soit hospitalisé ?» nous a-t-elle demandé. Car cette maison de retraite n'est pas médicalisée. Mon mari et moi avons échangé un regard et il a répondu « Non, si vous pouvez nous assurer qu'il ne souffrira pas. » « Mais certainement, monsieur, a-t-elle répondu. Alors j'ai demandé « Docteur, si Papy avait été votre grand-père, qu'auriez-vous fait ?» Elle a répondu « Comme vous, madame. »
Nous avions vécu quelques années auparavant l'agonie de ma mère par acharnement thérapeutique et nous ne voulions pas que ça se reproduise. Nous sommes partis, inquiets certes, mais très confiants dans ce médecin. C'est le lundi matin suivant, de très tôt, que la directrice nous a appelés pour nous dire que papy venait de s'éteindre. Son visage détendu et le témoignage de la directrice attestaient d'une mort douce. Nous devions constater par la suite sa décision intérieure de mourir, car tous ses papiers étaient parfaitement en ordre, classés, les factures réglées, et les comptes dans ces cahiers si méticuleusement tenus avaient été arrêtés. 4 de ses petits-fils l'ont porté au cimetière sur leurs épaules, dans un cimetière tout proche. Nous étions très tristes, mais confortés par l'idée qu'il avait eu la fin de vie qu'il souhaitait. Nous partageons, mon mari et moi, l'idée qu'une fin de vie peut être sereine, qu'il n'y a pas à payer sa mort de 1000 souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, pour la personne elle-même ou pour son entourage. Si la loi changeait en France, nous pourrions voir venir notre fin de vie sans angoisse. Mais il faut pour ça que la mentalité de chacun évolue vers une conception de la mort non taboue, naturelle. Cette fin de vie d'un proche peut être pour l'entourage un moment d'adieu apaisé et bien accepté. Voilà, alors je vais maintenant vous parler des directives anticipées. Papy a eu de la chance d'avoir une famille qui a refusé l'acharnement thérapeutique, qui aurait certainement été le cas s'il avait été hospitalisé à son âge et dans son état. Suivant. Les directives anticipées qui ont été instituées relativement récemment par une loi dont nous parlerons tout à l'heure doivent vous permettre, pour le cas où vous seriez dans l'incapacité vous-même de dire ce que vous souhaitez pour votre fin de vie, de faire connaître vos souhaits et en particulier d'écrire dans un document si vous acceptez ou si vous refusez de limiter ou d'arrêter les traitements en cours, d'être transféré en réanimation si le médecin estime qu'il voudrait le faire pour votre santé. Vous pouvez refuser d'être mis sous respiration artificielle, de subir une intervention chirurgicale et vous pouvez dire que vous voulez être soulagé de vos souffrances, même si cela a pour effet de mener à votre décès. Alors, il est important de dire que les médecins considèrent qu'une personne est en fin de vie lorsqu'elle est atteinte d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. C'est donc en définitive le médecin qui décide de votre fin de vie, enfin du fait que vous êtes en fin de vie. Suivante, s'il vous plaît. Les directives, à l'heure actuelle, depuis la dernière loi Claes-Leonetti, s'imposent aux médecins pour toutes les décisions d'investigation, d'intervention, de traitement, mais il y a 2 cas dans lesquels elles ne s'imposent pas aux médecins. En cas d'urgence vitale, c'est-à-dire si par exemple on vous retrouve sans conscience dans votre appartement ou si une voiture vous renverse et que vous êtes vraiment dans un état grave, la première chose que fera le SAMU, c'est de vous réanimer. Donc, même si dans vos directions anticipées, vous avez dit « je ne veux en aucun cas être réanimé », vous le serez obligatoirement. Deuxième raison pour laquelle le médecin peut décider de ne pas appliquer ces directives, c'est lorsqu'elles lui apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à votre situation physique. Dans ce cas-là, le médecin
n'agit pas tout seul, il doit réunir en colloque un certain nombre d'autres médecins et ensemble, ils prennent la décision d'appliquer ou non les directives anticipées. Et alors là, ils sont obligés, évidemment, de porter leur décision à la connaissance de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches. Alors, j'ai souligné les mots « personne de confiance » parce que, évidemment, il est très important, une fois que vous avez rédigé vos directives anticipées, de les faire connaître à une ou deux ou plusieurs, si vous le souhaitez, personnes de confiance qui acceptera de prendre votre place au cas où vous-même seriez dans l'incapacité de le faire. Bon, nous pourrons revenir plus tard au cours du débat, si vous le souhaitez, avec un peu plus de détails sur ces directives anticipées et sur, par exemple, un formulaire à propos de la personne de confiance. Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Cette définition, je l'ai tout simplement trouvée dans Doctissimo, le site internet que vous connaissez certainement tous. Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins qui ne sont par définition pas curatifs. Donc, ce sont des soins qu'on donne en toute fin de vie quand il n'y a plus rien à espérer pour la survie du malade. Donc, quel est l'objectif de ces soins palliatifs? L'objectif, c'est de diminuer la douleur, de diminuer ou d'éliminer l'anxiété, d'améliorer le sommeil et de faire en sorte que la personne trouve une certaine détente. Elle, bien sûr, qui est la première concernée, mais aussi sa famille. Et en cela, le personnel, médecins, infirmières, aides-soignantes, psychologues sont d'une très grande importance. La famille peut installer le malade dans une chambre, si c'est en milieu hospitalier, parce qu'il existe aussi des équipes mobiles de soins palliatifs qui vont à domicile, en particulier dans les campagnes. Donc, dans la chambre où est installée la personne, la famille peut apporter des photos, des tableaux, des objets personnels, tout ce qu'elle veut pour rendre cette chambre accueillante. Et surtout, la famille, le malade et le personnel sont en relation constante et ils peuvent exprimer leurs inquiétudes, leurs émotions et trouver dans le contact des uns avec les autres un soulagement, une façon d'aborder ces moments difficiles. C'est évidemment, les soins palliatifs, c'est évidemment une solution qui ne satisfait pas tout le monde. D'ailleurs, le nombre de lits que vous avez peut-être pu voir sur le premier tableau de statistiques, 6592, est très insuffisant, bien qu'il soit en progression et qu'on nous promette, le gouvernement nous promette d'améliorer l'équipement en lits de soins palliatifs. Donc, tout cela pour vous dire que c'est un choix que vous pouvez faire, les soins palliatifs. Mais vous n'y êtes bien sûr pas obligé. Et c'est donc très important que vous y réfléchissiez avant. Et c'est très important que vous puissiez faire des choix. Et aujourd'hui, les associations, les députés,
travaille pour faire changer, faire évoluer les lois. Et Marianne va vous expliquer quel est l'historique de ces lois en France. Bien, alors avant peut-être de parler des lois qui sont arrivées relativement tardivement en France, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a déjà eu depuis 1978 de nombreuses propositions de loi sur le droit à l'aide médicale à mourir qui n'ont jamais encore été soumises au Parlement. Une seule a été présentée en 2009 par Manuel Valls, sur le modèle de celle qui venait d'être adoptée par le Luxembourg, qui n'a d'ailleurs pas été le premier à adopter une loi dans ce domaine, mais elle a été repoussée par le Parlement. Suivant. Donc, la toute première loi sur la fin de vie, pour l'appeler ainsi, c'est la loi dite Kouchner, qui établit le droit du patient à l'information et son droit à refuser tout acharnement thérapeutique. La loi rend également obligatoire la lutte contre la douleur, ce qui était également loin d'être le cas jusque-là. Suivant. En 2005, donc 3 ans après, la loi Leonetti a rappelé l'opposition légale à l'acharnement thérapeutique, elle a rappelé les droits des patients, elle instaure, et ça c'est quelque chose d'important, les directives anticipées, bien que celles-ci, dans le cadre de la loi Leonetti, restent consultatives et doivent être renouvelées tous les 3 ans. Cette loi lance également la notion de personne de confiance dont je vous ai parlé il y a un instant. Elle soutient les soins palliatifs, dont Anne-Marie vous a bien dit qu'il restait à l'heure actuelle tout de même assez, enfin pas du tout suffisamment nombreux sur le territoire, mais la loi reste floue sur un certain nombre de points. Par contre, elle refuse l'aide médicale à mourir. Suivant. 10 ans après, dans la mesure où la loi Leonetti a été jugée pas tout à fait suffisante, une nouvelle loi fait que les directives anticipées, cette fois-ci, s'imposent aux médecins, bien qu'elles doivent rester dans le cadre étroit de la loi. Je vous ai dit tout à l'heure les 2 exceptions à l'obligation par les médecins d'appliquer les directives anticipées. Par contre, et ça c'est une avancée, la loi accepte le principe d'une sédation profonde et continue qui provoquera une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès. C'est un tout petit pas vers l'aide médicale à mourir. Voyons maintenant ce qui existe hors de France. Et on s'aperçoit en voyant les dates que la France est très 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 en retard dans ce domaine. Dès 2001, les Pays-Bas et la Suisse, tous les deux, votent une loi, les Pays-Bas qui autorisent la dépénalisation de l'euthanasie et la Suisse qui, elle, va un petit peu plus loin puisqu'elle autorise l'assistance au suicide. L'année d'après, c'est la Belgique qui autorise l'euthanasie et même en 2014, elle l'étend aux mineurs, évidemment mineurs en fin de vie, ce qui ne figure pas sur ce. En 2009, le Luxembourg, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, a légalisé l'euthanasie et l'assistance au suicide. En 2017, c'est le Canada qui autorise le suicide assisté et l'euthanasie. Et enfin, et là c'est très important, je pense pour la France, la Cour constitutionnelle allemande a jugé anticonstitutionnelle une loi allemande, évidemment, de 2015 qui interdisait le suicide assisté. Or, vous savez très bien qu'en France, à l'heure actuelle, le suicide assisté est puni, est considéré comme un crime, comme une assistance à personne en danger, non-assistance à personne en danger. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous
et en particulier un certain nombre d'associations souhaitent voir modifier. Suivante. Alors, donc, qu'est-ce qui est en débat aujourd'hui et comment est-ce qu'un certain nombre d'associations essayent d'améliorer les choses? Vous avez là les 3 associations qui existent en France. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont le sigle est relativement connu, l'ADMD, qui est la plus ancienne. Elle a été créée en 1980 et elle a évidemment le plus grand nombre de membres, environ 70 000. En 2018, donc très longtemps après, je cite le choix citoyen pour une mort choisie, qui a été créé suite aux pétitions de Nathalie de Bernardi et de Marie Godard, qui les ont lancées après de très mauvaises, après avoir très mal vécu le décès de certains de leurs proches. Ces pétitions ont recueilli un énorme succès, puisque à l'heure actuelle, elles dépassent même les 500 000 signatures. Certains d'entre vous les auront peut-être fait d'ailleurs. Le choix a donc pour le moment environ 10 000 membres. Pourquoi est-ce que je mets la 3e association, non pas directement après dans l'ordre chronologique? C'est que l'Ultime Liberté, créée en 2009 et avec 3100 membres environ, n'a pas tout à fait les mêmes objectifs que les 2 autres, puisque alors que l'ADMD et le choix, tous les 2 militent pour que la fin de vie soit améliorée, à savoir que quand on est véritablement en fin de vie avec une maladie qui ne vous permettra pas de survivre pendant plus que quelques jours, une semaine, 10 jours au maximum, vous puissiez exiger qu'on vous fasse mourir. Ultime Liberté estime que tout le monde n'a pas envie d'attendre ce stade-là et que des personnes en bonne santé peuvent parfaitement, lorsqu'elles estiment qu'elles ont terminé une vie qui ne va plus leur convenir car elles risquent de perdre leur autonomie, veulent également pouvoir obtenir une aide à mourir. Donc, Ultime Liberté est une association qui va plus loin que les 2 premières. Les associations à l'étranger, bon, je n'ai pas fait figurer sur ce cliché la Belgique, où il n'y a pas d'association, où pour obtenir une euthanasie ou un suicide assisté, il faut d'abord prendre contact avec un médecin. Et c'est le médecin qui, s'il vous accepte, fera les différentes formalités administratives pour que vous puissiez être admis à l'hôpital et avoir une fin de vie, enfin une aide médicale à mourir. Les associations qui existent en Europe sont suisses uniquement et je vous ai donné leur nom en bas du cliché: Dignitas, Life Circle et Ex International. Il suffit que vous alliez regarder sur Internet tous leurs noms et vous aurez toutes les informations que vous pourriez vouloir avoir. Suivante. Je pense que c'est maintenant Anne-Marie Simon. Non, c'était en fait, tu as déjà dit le contenu de... Ah, pardon. J'avais oublié de préciser justement que l'ADMD et le choix visent toutes les 2 une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, ainsi qu'un accès universel aux soins palliatifs. Mais je le répète, il s'agit uniquement de personnes en toute fin de vie à cause d'une maladie grave ou d'un accident, etc. Alors qu'Ultime Liberté, je viens de vous le dire, et je ne vais pas le répéter. Excusez-moi. Bon, je passe au 2e témoignage d'Anne-Marie Simon.
vous parler de Georges. Depuis plus de 10 ans, mon frère et moi, nous parlions de notre fin de vie et je savais qu'il avait pris contact en Suisse pour une mort volontaire assistée, qu'on appelle là-bas une MVA. En août 2016, son état de santé s'est brusquement aggravé à la suite d'une chute qui lui a valu de très fortes douleurs et aussi une perte de contrôle de son corps. Il avait 86 ans. Il attendait son retour chez lui pour mettre en œuvre la possibilité de cette MVA. Ce qu'il put faire en novembre, prenant alors toutes les décisions que sa succession entraînait dans une famille nombreuse, mais dont chacun connaissait sa décision, qui était que ne plus vivre s'il devait subir une déchéance physique ou psychique. Il me demanda de l'accompagner en Suisse, ainsi qu'à l'un de mes frères, ce qui était évident pour l'un comme pour l'autre, car nous partagions la même position face à la fin de vie, à savoir pouvoir librement mettre fin à sa vie dès lors qu'elle devient intolérablement douloureuse et indigne, ce qui était le cas de mon frère. La date fut fixée en janvier et l'attente pour l'entourage fut difficile. Pourtant, lui, il nous disait très tranquillement « C'est normal, disait-il, ma vie est finie, je ne veux pas vivre juste pour survivre et je ne veux pas revivre ce que je viens de vivre. » Parti à Bâle, la dernière soirée fut sereine, je dirais presque joyeuse. Et la rencontre le lendemain avec le médecin fut sereine aussi. Ce médecin, que je salue, lui avait reprécisé en notre présence sa volonté de mettre fin à sa vie, lui a redit le protocole et lui a demandé ce qu'il fallait faire de ses cendres. Tout cela avec beaucoup de délicatesse. Une fois que nous nous sommes embrassés et dit au revoir, il s'est allongé sous l'œil d'une caméra qui devait attester que c'était bien lui qui allait agir. Il a tourné la manette, libérant le produit létal. En quelques secondes, ce fut fini. Je suis certaine qu'il fallait le fort tempérament de mon frère et la conception qu'il avait de sa vie pour vivre cette MVA avec cette conscience sereine. Ce témoignage pour souligner 2 points. Partir en Suisse pour mourir demande des conditions physiques, souvent absentes au moment voulu. Cette MVA est coûteuse, très coûteuse, et réservée à ceux qui peuvent rassembler une telle somme. Cette iniquité devant la mort me semble assez honteuse pour notre pays. L'acte de mon frère a été ressenti par toute la famille comme une leçon de vie. Ne t'inquiète pas, disait-il. Quand on est à la fin de sa vie, la mort est naturelle, voulue ou non. Elle arrive à tout le monde, mais on ne veut pas souffrir. Souffrir n'est jamais grand. De plus, on ne veut pas voir souffrir ceux que l'on aime face à une déchéance déjà en route pour moi. Et c'est ce qu'il a fait. Ce témoignage positif, pour redire qu'une mort volontaire assistée, peut-être pas utiliser les mots euthanasie ou suicide, une mort volontaire assistée très contrôlée, comme elle l'est en Suisse, mais aussi dans d'autres pays européens, acceptée par l'entourage, ferait disparaître la peur du mal mourir qui existe en France. Pour cela, je le répète, il faut faire confiance aux directives anticipées dont il est question aujourd'hui. Directives où chacun pourra faire connaître, au corps médical d'ailleurs comme à l'entourage, sa volonté de poursuivre ses jours ou d'avoir une mort volontaire. Faut-il une loi alors que chaque personne a une histoire différente? Je crois en tout cas qu'il faut dépénaliser l'aide qu'un médecin et son équipe peut apporter à celui ou à celle qui veut librement mettre un terme à sa vie.
et nous allons débattre. Donc, je vais ouvrir le débat. Et donc, avant de prendre la parole, pensez à allumer votre micro. On se donne, je dirais, on prévoit de finir la réunion à 18h30. Donc là, je vais arrêter le partage. Donc, on se voit tous. Et donc… J'arrête l'enregistrement. Comme ça, vous n'êtes pas enregistré, bien sûr, pendant cette phase-là. J'arrête tout. Voilà.